Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Romain Lavieille, interne de médecine générale dans la subdivision d'Amiens et secrétaire général adjoint de l'ISNAR-IMG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire cette table ronde centrée sur la santé des soignants et des soignantes. C'est un sujet qui est plus qu'important pour nous, internes de médecine générale. Nous allons y revenir pendant cette intervention, mais l'état de santé des professionnels de santé a en effet un impact direct sur la prise en charge des patients et des patientes. Il est vrai que la santé occupe une part de plus en plus prépondérante dans notre société et que notre métier a pour vocation de l'incarner. Mais pouvons-nous soigner en étant en mauvaise santé? Ainsi, Terence nous disait « À qui est en bonne santé, il est aisé de conseiller les malades ». Et vous l'aurez compris, c'est le thème et la problématique de ces 2 jours de congrès. Rappelons-le, nous, internes, cumulons toutes les expositions psychosociales délétères à la santé. Partant de ce constat, comment peut-on espérer, et je dirais même oser, remplir cette mission qui incombe au métier de la santé sans prendre en compte également, et peut-être même principalement, la santé des soignants et des soignantes, bien souvent mise de côté. Donc, pouvons-nous soigner en mauvaise santé? Quelle est la réalité du ressenti des internes pendant leur activité? Comment mieux nous prendre en charge au quotidien? Tant de questions que nos 4 intervenants et intervenantes, ici présents et présentes, vont nous aider à éclaircir. Je vous les introduis avant de les laisser s'exprimer et je vais en profiter pour vous rappeler aussi qu'on va évoquer des sujets qui peuvent être un petit peu délicats. On a des personnes de confiance qui sont présents et présentes tout au long de ce congrès. N'hésitez pas à les contacter. Donc pour les intervenants, Madame Ferré-Marbach, fondatrice de l'IPSEIM, la Ligue pour la santé des étudiants et internes en médecine. C'est une association avec laquelle l'ISNAR-IMG a déjà travaillé par le passé, notamment sur la mise en place des actions en justice contre les CHU pour faire respecter le temps de travail des internes. Ensuite, le docteur Brianne, psychiatre et addictologue, coordinatrice du programme Medipsycare et vice-présidente de l'association SPS. C'est une association de soins aux professionnels de santé. Le docteur Juliane, pour poursuivre, psychiatre à Toulouse, qui nous montrera que des moyens concrets d'aide aux soignants et aux soignantes sont déjà disponibles dans certaines régions. Elle nous parlera notamment de son programme d'accès aux soins d'addictologie pour les professionnels de santé. Et pour finir, M. Sirven, professeur en sciences économiques, qui nous parlera de son projet de recherche sur l'impact socio-économique de l'état de santé détérioré des professionnels de santé. Donc cette heure et demie ensemble, autour du sujet de la santé des soignants et des soignantes, se déroulera en 3 étapes. Pour commencer, nos intervenants ici présentes et présentes vont nous faire une présentation de leurs travaux. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange entre eux. Vous pourriez y assister. Et enfin, pour conclure, vous pourrez, vous, présents et présentes dans cet amphithéâtre, vous allez pouvoir poser vos propres questions. Il y a un micro qui va circuler dans la salle, de chaque côté. Il suffira juste de lever la main et quelqu'un viendra vous l'apporter. Donc, sans plus attendre, Monsieur Sirven, je vous laisse nous présenter votre étude montrant l'impact de la santé mentale sur la performance et la qualité des soins. Allô? Nickel. Alors, la zapette. Bonjour à toutes, à tous et à tous. Je m'appelle Nicolas Sirven et je vais vous présenter un travail de recherche que j'ai initié à l'institution où je travaille, qui est l'école des hautes études en santé publique, cette grande école qui forme les cadres de santé et notamment les directeurs d'hôpital. C'est un travail qui a été financé par, d'une part, une chaire que je dirige, qui est la chaire Économie et Management des établissements de santé, et aussi la fondation MNH, donc la Mutuelle nationale des hospitaliers.
Et c'est un travail qui trouve sa source quelques années, enfin immédiatement en fait, après le rapport Bataille-Ambert, dont vous avez dû entendre parler, qui en fait, ce rapport qui, juste après la pandémie, vient montrer combien les soignants sont affectés par leur métier et par leurs conditions de travail extrêmement difficiles. Suite à ce rapport, le président de la fondation MNH, Philippe de Normandie, qui est un soignant aussi, a décidé de lancer tout un tas d'appels à projets sur la prévention des conditions de travail au sein des hôpitaux, au sein de toutes les structures dans lesquelles évoluent les médecins. Alors, il y en a peut-être en médecine générale, je ne suis pas tout à fait au fait de ces projets-là, mais il y a un rendez-vous début avril où vous avez un compte-rendu au ministère de la Santé qui sera fait. Je vous invite pour ça à aller suivre le site de la Fondation MNH, vous serez bien au courant. Et donc, l'an dernier, la Fondation MNH se rend compte que, avec tous ces projets de prévention, on va être en mesure de disposer d'une information sur les gains en santé que vont représenter tous ces programmes de prévention. Malheureusement, ces programmes doivent être arbitrés. Quand vous êtes un directeur d'hôpital, vous travaillez avec des ressources rares, eh bien vous dites, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 000 € dans un programme de prévention ou est-ce qu'il vaut mieux pas améliorer, par exemple, l'accès au parking? Vous voyez, c'est ce genre de questions qui incombent à nos directeurs. Et donc, pour aider au choix, pour aider à la prise de décision, les économistes, dont je fais partie, eh bien, essaient de comptabiliser le coût de ne rien faire, le coût de, finalement, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire, de ne pas prendre en charge les soignants? Alors, si on n'investit pas dans la santé des soignants, si on ne prend pas soin de ceux qui nous soignent, eh bien, la littérature économique nous dit qu'il y a un coût qui représente à peu près 2 fois le salaire perdu en cas d'absentéisme. Donc, lorsque, par exemple, un médecin, une infirmière, un soignant ne se présente pas dans son emploi parce qu'il a une condition de santé qui ne lui permet pas de travailler, eh bien, le coût que ça représente pour son employeur est de 2 fois le salaire journalier perdu. Alors pourquoi 2 fois? D'abord, il y a le salaire perdu puisque vous payez un salaire à quelqu'un qui ne travaille pas. Et ensuite, parce que, eh bien, depuis les années 2000, il y a tout un tas de procédures qui ont été mises en place, notamment à l'hôpital, de flexibilisation du temps de travail, de réorganisation des équipes, qui permettent de continuer à produire du soin, même quand, eh bien, cette semaine, il va manquer une personne pendant 3 jours, etc. Or, ces coûts, qu'on appelle des coûts de friction, le temps de trouver la personne remplaçante, le temps passé à éplucher les plannings, le temps passé à réorganiser le service, etc. Tout ce temps de travail, en fait, représente bien, du salaire perdu aussi, puisque la personne qui travaille à faire cette tâche-là ne fait pas autre chose, et ça représente l'équivalent à peu près du salaire perdu. Donc l'absentéisme, c'est pour un jour de travail manqué, 2 fois le salaire perdu par personne. Oui, mais dans la littérature, il manque une deuxième dimension, qui est celle du présentéisme et de la qualité. Alors, l'absentéisme, vous le savez, à l'hôpital, il est à peu près, d'après les enquêtes européennes, mais même d'après la FHF, il est d'environ 8% par an. Donc, vous avez 8% de personnel qui va être affecté par de l'absentéisme. Mais le présentéisme, lui, est beaucoup plus répandu. Alors, qu'est-ce que c'est que le présentéisme? Eh bien, c'est avoir une condition de santé qui nécessiterait un arrêt de travail, et pourtant, la personne, le médecin, l'infirmière, le soignant, etc., est sur son lieu de travail pour effectuer sa tâche. Alors, ça concerne, d'après les études européennes, 2 tiers, 66%, vous avez tous un bac S, donc c'est 2 tiers des soignants qui sont affectés à l'hôpital par un problème de santé et qui pourtant travaillent. Donc à la question que tu posais, Romain, peut-on soigner en étant en mauvaise santé? Oui, visiblement, on le fait, sans que ça ait énormément d'impact sur l'activité elle-même, c'est-à-dire sur le nombre d'actes, de séances, de séjours.
mais ça doit certainement avoir un autre impact sur la qualité des soins. Et donc le deuxième angle mort, le premier c'était le présentéisme, vous voyez, qui est plus long. Certes, il est moins coûteux, hein, le présentéisme, ce n'est pas 2 salaires, c'est 1,7 salaires que vous perdez en tant que directeur d'hôpital, mais ça couvre tellement de personnes sur des temps beaucoup plus longs, hein, avant l'absentéisme et après, hein, c'est-à-dire avant la décompensation et après la décompensation, la rémission, vous avez du présentéisme. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré dans une enquête pilote auprès des managers, alors médecins managers ou directeurs des soins ou cadres de santé, cadres de proximité, etc. On leur a demandé dans une étude pilote de septembre à décembre, et cette étude on vient de la rendre nationale, on a déjà près d'1 millier de réponses, à l'hôpital, en MCO, on a demandé quel était l'impact de l'absentéisme et du présentéisme sur la production et sur la qualité. Alors vous le voyez hein, sur les graphiques qui sont à l'écran, l'impact sur la production est relativement modéré, qu'il s'agisse de l'absentéisme ou du présentéisme, alors que l'impact sur la qualité des soins est fortement dégradé. Qu'est-ce qu'on en retire comme idée? Eh bien que finalement, le coût de la mauvaise santé des soignants à l'hôpital est aujourd'hui très élevé. 2 salaires, ça fait l'équivalent de 9 milliards d'euros, sachant que le budget des hôpitaux, je vous rappelle, est de 100 milliards, donc ça fait 9% du budget total de la Sécu dépensé à l'hôpital, qu'on pourrait économiser si on avait des soignants en bonne santé. Et ces 9 milliards, d'après notre étude, sont largement sous-estimés parce qu'ils ne prennent pas en compte non seulement l'impact du présentéisme, première idée, et deuxièmement, l'impact de l'absentéisme et du présentéisme sur la qualité des soins. Et donc, nous sommes en train d'évaluer son coût et visiblement, il risque d'être non nul, pour vous donner un petit euphémisme. Alors, je vous invite à diffuser, si vous le voulez, auprès de vos cadres, si vous en avez, hein, ce type de questionnaire que vous pouvez trouver sur le site de la Fondation MNH, ou sur le site de l'HESP, mais qui est illisible, donc allez voir ailleurs, le type de travaux que nous menons. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Romain. Bien, merci pour ces quelques mots. Donc, nous allons maintenant pouvoir faire un état des lieux de la réalité du vécu des internes en termes de santé globale. Et pour cela, je vais laisser la parole à Madame Ferry-Marbach. Bonjour à tous. Alors, ce que n'a pas précisé Romain tout à l'heure, c'est que, alors moi, je ne suis ni universitaire ni soignante. Voilà. J'ai un gros défaut, je suis DRH. Alors, je suis DRH et il se trouve que dans ma carrière assez longue maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de santé mentale, de santé au travail et de conditions de travail. C'est donc une question que je maîtrise depuis longtemps, qui m'intéresse, que je connais. Et puis, voilà, il faut savoir que aujourd'hui, en France, hier j'étais au congrès, au colloque de l'Union nationale prévention suicide. Il y a en France environ 9000 suicides par an. Il faut savoir que ces suicides touchent principalement des jeunes de moins de 25 ans et plus particulièrement les jeunes femmes. Il faut savoir aussi qu'un interne a 3 fois plus de risques de suicide qu'un jeune du même âge en France. Voilà. Et que ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Et j'en sais quelque chose, puisque pour ma part, ma fille, interne en médecine, s'est elle-même suicidée en 2019. Voilà. Donc c'est la deuxième raison qui fait que je m'intéresse beaucoup à votre santé, à la santé des internes, parce que cette situation des internes qui perdure depuis des années, elle n'est pas acceptable. Voilà. Et donc avec d'autres familles, nous avons créé une association qui permet de communiquer sur le sujet, d'être force de proposition, de réaliser aussi des actions de prévention.
Alors, on se veut une association plutôt citoyenne. Pourquoi? D'abord parce que la santé des soignants, ça concerne tout le monde. La santé des soignants, c'est d'abord la vôtre, la santé des soignants, comme on l'a dit, mais c'est aussi la santé des patients. C'est-à-dire que, comme on l'a dit fort justement, un soignant en mauvaise santé, ça a un coût, mais ça a aussi un coût en termes de qualité de soins pour le patient. Et ça, c'est une problématique de santé publique, c'est une problématique qui nous concerne tous en tant que citoyens. Alors, pour introduire, je ne vais pas vous faire le détail de tout ce que fait l'association, mais je voudrais quand même introduire le sujet par quelques chiffres. Ce sont des chiffres qui sont issus d'une enquête récente qui a été publiée en 2024 sur la santé des étudiants en médecine. Donc ça ne concerne pas que les internes, ça concerne aussi les externes, puisque ça part de la 2e année de médecine jusqu'au bout de l'internat. Alors je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, mais enfin on observe quand même que pour ce qui concerne un certain nombre de sujets, alors d'abord des sujets de maltraitance, qu'il s'agisse d'humiliation, de harcèlement, on est sur des taux de fréquence qui sont non seulement alarmants, mais même inadmissibles. Si on parle plus précisément de santé, on constate quand même que pas loin de 70% des étudiants en médecine déclarent avoir connu un épisode de burn-out, d'épuisement au travail. C'est une chose absolument énorme. Ça veut dire, vous voyez, 70%, vous voyez, vous êtes un grand amphi, vous imaginez que 70% d'entre vous ici a connu un épisode de burn-out. C'est quelque chose d'effrayant. Il en va de même pour des problèmes d'anxiété, des problèmes d'épisodes dépressifs. On arrive quand même à des pourcentages qui sont très importants. Et puis les idées suicidaires, et je l'ai dit tout à l'heure, elles sont quand même extrêmement prégnantes puisqu'elles représentent 21%. 21%, c'est vraiment un chiffre qui doit nous inquiéter tous et qui, d'évidence, doit nous amener à nous occuper, à nous préoccuper plus que sérieusement de votre santé, de la santé des soignants, de la santé des internes en particulier, parce que vous êtes, vous, l'avenir de notre médecine, il faut bien le dire. Voilà. Deuxième sujet quand même important, en termes de chiffres, c'est votre temps de travail. Donc là aussi, il y a des enquêtes qui ont eu lieu, et là il s'agit du temps de travail des internes. On sait que 70% des internes dépassent les 48 heures de travail légal. Alors 48 heures, vous voyez, déjà, on n'est pas aux 35 heures à la française, vous êtes déjà à un niveau qui est le niveau minimal exigé par l'Europe, 48 heures. 70% des internes dépassent ce temps de travail, avec une moyenne quand même de 59 heures par semaine. Et pour 10% d'entre eux, alors c'est vrai plutôt, ça concerne plutôt des spécialités de chirurgie, mais quand même, eh bien, on dépasse les 80 heures par semaine. Travailler trop longtemps, c'est quelque chose qui, d'une part, est nuisible à la santé mentale, mais aussi à la santé physique. Ça a des conséquences aussi en termes de santé physique sur un certain nombre de maladies chroniques qui peuvent survenir. Et puis, ça se passe en conséquence pour les patients. Parce que quand on est trop fatigué, quand on travaille trop et qu'on est soumis à une forme d'épuisement professionnel, qu'est-ce qui se passe? Il se produit des négligences, des erreurs, et c'est le patient qui trinque. Donc ce sujet-là, c'est un sujet extrêmement important et qui est un sujet, là aussi, qui concerne tout le monde, qui concerne tous les citoyens. Il ne concerne pas que vous, internes. Il nous concerne tous, parce que nous sommes tous, autant que nous sommes, amenés, tôt ou tard, à venir à l'hôpital et à devenir des patients. Alors, face à ça, moi, je voudrais quand même dire deux choses importantes. Avant de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc., moi,
je voudrais vous dire une chose. Commençons déjà, tout simplement, par respecter les textes de droit tels qu'ils existent. Tout simplement. Avant d'aller inventer toutes sortes de choses compliquées, il y a des choses très simples à faire. C'est déjà de respecter les règles de droit. La première, c'est le temps de travail. Bon, je ne vous redis pas les chiffres, hein, mais le temps de travail, ce n'est pas un sujet qui est négociable ou discutable. Le temps de travail, c'est une obligation légale et tout employeur, et là c'est la DRH qui parle, a l'obligation de respecter le temps de travail. Et quand on respecte le temps de travail, ça signifie que l'on doit le mesurer et le réguler si on constate des dépassements. Ça, tant qu'on n'aura pas réussi à obtenir pour les internes un temps de travail raisonnable, eh bien, il faudra se battre. Parce que si vous travaillez moins, vous avez directement un impact sur votre santé physique et mentale. Et donc, ça va alléger, je dirais, les difficultés que vous pouvez rencontrer par ailleurs et qui sont liées à votre métier. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je souhaite insister, et là aussi, c'est une obligation de l'employeur. Hein. Ce n'est pas pour se faire plaisir. Hein. C'est une obligation légale de l'employeur. C'est que tout employeur doit mettre en place des dispositifs de prévention sur la santé physique et mentale des personnes qui travaillent. Et ça, malheureusement, ça manque cruellement au sein de l'hôpital public. Alors, je ne parle même pas de l'exercice en libéral, bien évidemment. Hein. Et donc, pendant vos études, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes dans des conditions de travail difficiles, avec des choses qui vont se passer, des signes de mal-être, beaucoup de choses. Et en réalité, dans votre environnement, rien n'est fait pour mettre en place des dispositifs de prévention dite primaire, c'est-à-dire de la prévention, pour éviter que les difficultés ne se produisent. Alors le risque zéro n'existe pas. Il n'empêche que moi, je prône la tolérance zéro sur ces sujets qui sont des sujets juste d'obligation légale de l'employeur. Et donc, je tenais quand même, pour appuyer mon propos, à dire deux choses. C'est que, il existe en droit une notion qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un employeur, lorsqu'il se produit un accident, une maladie grave sur le lieu de travail, et que l'employeur n'a pas mis en place les dispositifs de prévention, eh bien, l'employeur se trouve peut être condamné pour ce qu'on appelle une faute inexcusable. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave en droit. Et puis, au-delà de ça, eh bien, je voudrais quand même vous signaler un arrêt très récent de la Cour de cassation, une date du 25 janvier, donc vous voyez, il est tout beau, tout neuf. C'est un arrêt qui reconnaît, et c'est dans le cadre de l'affaire France Télécom, qui a beaucoup défrayé la chronique, le harcèlement institutionnel. Moi, j'attire votre attention là-dessus, parce que le harcèlement institutionnel, si vous regardez de près ce qui se passe dans l'univers de la santé, eh bien, nous sommes quand même dans une situation qui se rapproche beaucoup de celle qu'on a connue chez France Télécom il y a quelques années. Merci pour votre témoignage. Je pense qu'on pourra tous le juger plutôt marquant quand même. Donc, merci à vous de vous être livré sur votre vie privée aussi un petit peu quand même. Merci. Et Dr Brienne, je vous laisse nous exposer vos travaux. Ok, merci. En tout cas, merci pour votre invitation. Oui, moi, je vais avoir un discours un petit peu plus clinique. J'ai intitulé ma présentation « Prendre soin de ceux qui soignent ». C'est mon quotidien. Je travaille toute la journée avec des professionnels de santé qui vont mal, puisque depuis maintenant 2018, j'ai monté un programme de soins qui est spécifiquement dédié aux soignants qui est à Lyon, dans un établissement de santé à Lyon. C'est moi qui... Non, c'est...
Voilà, donc je vais introduire un petit peu le sujet. Alors, je vais peut-être d'abord me représenter parce que j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Donc, je viens vous parler de ce dispositif de soins qu'on est en train d'essayer d'étendre à de nombreuses villes en France, parce que je pense que c'est important que vous le sachiez pour vous et pour vos patients, que vous sachiez qu'on travaille autour de ça. Puis, je représente aussi l'association SPS, Soins aux professionnels de santé, dont je suis la vice-présidente, et je vous en parlerai un petit peu aussi parce qu'il y a un numéro d'appel et une écoute pour ceux qui sont en difficulté, entre autres, et tout un dispositif de prévention en ligne qui est assez intéressant, je trouve. Mais voilà, je voulais réintroduire le sujet en parlant, en donnant quand même, en faisant un constat qui est partagé. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et je crois que tout le monde est unanime sur le sujet. Les professionnels de santé sont en souffrance. Quelles que soient les études, on tombe à peu près autour du chiffre de 50 à 60% de burn-out. Et ça, on va discuter du terme de burn-out d'ailleurs après. Mais voilà, donc les soignants vont mal, mais c'est une situation qui est beaucoup parlée aujourd'hui, qui est beaucoup discutée, mais depuis la crise sanitaire. Mais en fait, c'est une situation qui préexistait à la crise sanitaire. C'était juste resté beaucoup plus confidentiel, notamment en France, parce que quand on reprend la littérature en France, il y en avait très très peu avant 2015 à peu près, enfin avant la crise sanitaire. À l'étranger, c'était quand même beaucoup plus connu, beaucoup plus parlé, notamment au Canada, en Asie. Mais il y avait quand même quelques études en France que moi je trouve assez intéressantes. Je ne vais pas vous revenir sur beaucoup de chiffres, mais il y a quand même une étude qui montrait notamment que les médecins, parce qu'il n'y avait pratiquement que les médecins qui étaient interrogés, les médecins, il y avait à peu près entre 50 et 60% donc de situations de burn-out en 2019. Mais il y a un chiffre qui va peut-être vous intéresser, Laurence en a un petit peu parlé, c'est qu'il y a une vulnérabilité particulière chez les jeunes médecins, pour de multiples raisons. Tu l'as dit, hein, un interne en médecine a 3 fois plus de risques de mourir par suicide en France qu'un jeune Français du même âge. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la question de l'isolement personnel. C'est le moment où on change parfois de ville pour son internat. Il y a l'isolement professionnel parce qu'on n'est pas toujours très, très bien soutenu dans les services. Il y a les enjeux académiques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que les jeunes médecins, les conditions de travail, beaucoup de choses qui font que les jeunes médecins sont vraiment plus vulnérables que les professionnels plus âgés. Ce qui est intéressant aussi de noter, parce que vous êtes des internes en médecine générale, donc je pense que beaucoup d'entre vous auront probablement un exercice en libéral. Voilà. C'est tous les modes d'exercice confondus. Pour encore citer une autre étude, alors elle n'a pas été faite chez les médecins, hein, mais c'est là qu'elle est assez intéressante, c'est l'étude de la CARPIMCO. La CARPIMCO, c'est la caisse de mutuelle des paramédicaux libéraux. Et en 2019, début 2020, donc juste au début de la crise sanitaire, ils ont sorti une étude que je trouve assez intéressante parce qu'elle montrait que c'était toute profession confondue. Ils exploraient des infirmiers jusqu'aux pédicures-podologues. Et en fait, on retrouve à peu près tous les mêmes chiffres de souffrance dans toutes ces professions. Voilà, donc je voulais en parler. Voilà. Et puis je voulais aussi qu'on essaye de réfléchir ensemble à ce que c'est que la souffrance des soignants, parce qu'on parle beaucoup du burn-out, hein, il est très très médiatisé dans toutes les communications, on voit entre 50 et 60% de burn-out. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de burn-out, hein. Effectivement il y en a, mais il y a d'autres choses, et moi je parle plus de la souffrance du soignant, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins connues en France, mais qui méritent qu'on leur porte attention. C'est ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle ou l'usure compassionnelle. Il y a après toute la question des traumatismes. Alors, les contours ne sont pas encore très, très bien définis, mais le traumatisme secondaire, hein, depuis 2013, le traumatisme secondaire fait partie des TSPT, des troubles de stress post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, qui s'installe de façon très insidieuse, souvent chez les soignants. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas été soi-même confronté à quelque chose où on a eu peur de mourir, mais par contre, on va se traumatiser de façon secondaire, par procuration, en écoutant les récits des traumatismes
de nos patients. Et nos patients, ils ont beaucoup de traumatismes parce qu'on peut considérer qu'une annonce d'un cancer mal faite, enfin voilà, tout ce que nos patients peuvent vivre, tout ce que les familles peuvent entendre, quand ils nous le ramènent, on peut se traumatiser à les écouter. La fatigue compassionnelle, c'est quoi? La fatigue compassionnelle, c'est cette espèce d'usure émotionnelle qui vient quand on n'en peut plus d'entendre de la souffrance, d'écouter les patients. On sait aujourd'hui qu'il y a probablement quelque chose qui est en lien avec l'action des neurones miroirs, c'est-à-dire que quand on est en face de personnes qui souffrent, eh bien, ce sont nos neurones miroirs qui s'activent et qui font qu'on souffre aussi, si je peux simplifier comme ça. Donc on peut imaginer qu'un soignant qui voit des gens qui souffrent toute la journée, eh bien, il souffre beaucoup aussi. Donc ça, à mon avis, ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte, justement pour la prise en charge, parce qu'on ne le prend pas en charge, nous, cliniciens, de la même façon qu'on va prendre en charge un burn-out. Je ne veux pas vous refaire l'histoire du burn-out, mais c'est vrai que le burn-out, c'est quelque chose qui avait été décrit initialement dans des populations de soignants et dans la relation des gens qui travaillaient dans la relation d'aide, parce que justement, ce sont des métiers très vulnérabilisants. Je crois qu'il faut vraiment qu'on entende ce discours. Je m'y perds. Voilà. Alors, pourquoi un programme de soins qui est spécifiquement dédié aux soignants? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent quand j'en parle. Parce qu'en fait, pourquoi on l'a développé? C'est une affaire qui date de 2015, où on s'est rendu compte que dans notre file active, au départ, moi je travaillais dans un hôpital de jour de psychiatrie, et dans notre file active, il y avait beaucoup de soignants, et des soignants dans des situations personnelles très dégradées. Voilà, donc en fait, on s'est interrogé, on s'est dit, mais pourquoi il y en a beaucoup? Pourquoi ils arrivent dans des états vraiment très abîmés? Et puis, petit à petit, en réfléchissant, on s'est dit que voilà, il fallait un endroit confidentiel, puisque les soignants avaient peur de rencontrer leurs propres patients, ce qui amenait à un retard de prise en charge, facile d'accès, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir à passer par le médecin généraliste, par le médecin spécialiste pour pouvoir consulter, parce que ça encore, ça favorise le retard d'accès aux soins. Je ne vous apprends rien quand je dis que les soignants ont une certaine méfiance par rapport aux soins psychiques. On a voulu également faire un programme, à mon avis, c'est intéressant d'avoir un programme transdiagnostique, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler la question de la dépression, la question du burn-out, la question de l'usure compassionnelle. On va travailler de façon beaucoup plus large sur les processus psychologiques qui amènent les personnes dans cette situation de souffrance. Vous connaissez tous les modèles catégoriels en psychiatrie. Ça a sa limite. Enfin, pour moi, je pense que ça a sa limite. C'est très bien pour poser un diagnostic et raisonner, mais ça ne considère pas du tout quels sont les processus psychiques qui amènent la personne dans cette situation. Donc nous, dans ce programme, on a plutôt fait le choix de travailler sur ces processus psychiques. Et puis, au fil des années, à prendre en charge ces soignants en situation de souffrance, on a vraiment repéré aussi qu'il y avait des besoins psychologiques spécifiques. Dans ces besoins psychologiques spécifiques, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est en lien avec les expositions émotionnelles très particulières et intenses que l'on a dans nos métiers. Mais il y a aussi, et je le dis avec beaucoup de précaution généralement parce que je ne veux pas qu'on entende ce que je ne veux pas dire, je vais revenir dessus, mais il y a également aussi, en tout cas chez les soignants que nous on accueille, une surreprésentation de certains traits de personnalité. Moi, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est la faute des soignants, cette souffrance est de leur faute, mais par contre, on ne réagit pas tous de la même façon face à des situations, et ça, c'est une question de trait de personnalité. Dans la population qu'on accueille, on a vraiment repéré 2 ou 3. Alors, dans mon orientation, moi, je fais des TCC. Donc, on parle de schéma précoce inadapté. Et en fait, on a vraiment repéré des déterminants. Alors, c'est pas une, comment dirais-je, c'est pas une honte, c'est pas une tare, c'est pas un défaut. Juste, il faut être conscient de notre façon de fonctionner pour pouvoir s'adapter au mieux. Et ça, pour moi, ça fait partie des éléments qui doivent être dits, parlés et voire enseignés pendant les études.
Donc cet accompagnement, c'est un accompagnement groupal. Pourquoi? Parce que les soignants qui arrivent ont vraiment beaucoup de honte et de culpabilité à se trouver dans cette situation. Et le fait de travailler en groupe, d'abord, leur permet de voir ce qu'ils ne voient pas chez eux plus facilement chez les autres. Et puis de se dire que tel ou tel soignant pour lequel ils ont beaucoup d'estime vit la même chose qu'eux, vient leur permettre aussi de travailler leur propre estime d'eux-mêmes. Donc je trouve ça assez intéressant. Comme je vous l'ai dit, on travaille avec un modèle de thérapie cognitivo-comportementale. Autre point important, c'est que, alors, conformément aux recommandations de la HAS, les dernières recommandations de la HAS sur le sujet, sur la question du burn-out, pas celui des soignants, mais elle date de 2017, donc ça date un petit peu. Mais quand même, ils étaient arrivés à dire qu'il fallait pour les soignants qu'il y ait des programmes donc, identifiés et que ces programmes fonctionnent en relation avec le tissu local. Donc on travaille avec les médecins du travail, on travaille avec des associations de réinsertion professionnelle, on travaille avec les médecins généralistes, avec les CPTS, avec les services de santé universitaires. Pour moi, l'idée, ça a vraiment été de créer un gros maillage pour faciliter l'accès aux soins adaptés à tous les soignants. Ah oui, je suis allée un peu vite. Oui, voilà, je suis très contente de dire qu'aujourd'hui, ce programme, on essaie de le déployer sur le territoire national. Alors, ça va tout doucement, mais pour l'instant, on a un centre à Nantes et un autre à Marseille. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même le dire. C'est que ces centres sont sans reste à charge pour les patients. Ça, c'est très important pour moi. Ce sont des centres qui, une fois la prise en charge sécurité sociale et la prise en charge mutuelle, il n'y a rien à payer pour le soignant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps. Mais voilà, c'est un parcours qui est par palier. C'est quelque chose d'assez technique. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais en discuter, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Et je voulais aussi parler de prévention parce que ça, c'est ma deuxième casquette. Donc, je vous l'ai dit, je suis vice-présidente de l'association SPS. Et en fait, soigner des soignants, ce n'est pas une finalité en soi. On voudrait ne pas avoir besoin de les soigner. Alors ça, c'est un vœu pieux. Je pense qu'on en aura toujours besoin. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir se servir de ce qu'on peut observer chez les soignants qui vont mal pour pouvoir en tirer des éléments de prévention. Donc, une dizaine d'années après que j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me dis que ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, la première des choses, c'est d'informer les étudiants et les internes de la réalité de leur exercice, de ce qu'ils vont vivre, que ce n'est pas une honte, que ce n'est pas une faiblesse, que c'est juste normal et que c'est pratiquement biologique. Je vous ai parlé des neurones miroirs, d'avoir du mal à voir des gens qui vont mal et des gens qui souffrent et des gens qui vont mourir. Voilà. Donc je crois qu'il faut le dire et qu'il faut qu'on sorte de ce qu'on nous a appris. En tout cas, moi, dans ma génération, on nous disait il faut que tu sois fort. Si t'es pas fort, c'est pas la peine, c'est pas fait pour toi. Enfin, ce genre de trucs qu'on entend. Très récemment, j'ai accueilli une interne en psychiatrie et qui m'a dit non, mais je voulais pas venir vous voir parce que si je viens vous voir, je ne pourrai jamais être psychiatre. Je ne sais pas d'où elle sortait ça, mais si je vous cite l'anecdote, c'est parce que ça fait partie des représentations. Voilà, donc il y a cette prévention primaire avec l'information et proposer des programmes de prévention qui soient vraiment ciblés. J'entends beaucoup de programmes de prévention qui ne parlent que du stress. C'est très très bien, mais c'est pas, à mon avis, pas suffisant. Et puis il y a la question de la prévention secondaire, et c'est là que l'association SPS intervient. C'est qu'il y a un système d'écoute avec un décroché 24 heures sur 24. Alors, je ne vais pas faire la pub, mais je crois que cette question du décroché 24 heures sur 24, elle est super importante parce que ça veut dire que quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, si vous êtes en difficulté, vous pouvez avoir quelqu'un à qui parler. Ce sont des psychologues qui font l'écoute. C'est une écoute professionnelle. Ce n'est pas une écoute confraternelle, c'est une écoute professionnelle. Et nous avons plusieurs niveaux dans l'urgence à gérer, et il faut savoir que s'il y a vraiment une très grosse urgence, avec notamment une crise suicidaire, il y a une régulation qui est faite derrière par le médecin psychiatre. Je crois que j'ai fini. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir, tout ce qui est prévention, burn-out, en reparler après pendant le temps d'échange. Docteur Juliane, je vous laisse nous présenter votre travail. Merci. Alors moi j'ai fait un diapo extrêmement succinct, hein. Je vous prie de m'excuser, je ne savais pas si c'était obligatoire ou pas, donc ça va être très rapide pour les diapos, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc moi je suis psychiatre addictologue comme Magali Brianne, sauf que je suis sur Toulouse et que dans la région toulousaine, en tout cas en Occitanie, on n'a pas la chance d'avoir le programme Médipsychiatre encore développé. Et voilà. Et donc moi je me suis intéressée à cette problématique plus spécifiquement de la question de l'addiction chez les soignants, initialement dans ma pratique quotidienne en fait. J'ai été étonnée, alors que j'étais jeune praticienne au CHU, de voir que quand on avait affaire à des soignants, et notamment des médecins en situation d'addiction, 90% du temps, c'était dans le cas d'une décompensation aiguë, soit aux urgences. J'ai souvenir d'un médecin généraliste qui avait choisi la période de vacances avec ses enfants pour faire son sevrage alcool et qui avait fait une crise convulsive monumentale, qui s'était blessé malheureusement. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, une décompensation de cirrhose sur une problématique alcool qui n'a jamais été verbalisée très clairement. Et je me suis dit, alors que j'étais toute jeune, je me suis dit, mais comment ça se fait que ces soignants, médecins, qui sont censés, a priori, être capables d'accompagner leurs propres patients sur des problématiques comme ça, soient capables de ne pas connaître ou pas s'appliquer à eux-mêmes les préconisations d'usage. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai creusé un peu le sujet et que j'ai découvert l'existence d'un DU qui s'appelle Soigner les soignants. J'en avais pas du tout connaissance et il se trouve que le hasard a fait qu'il était co-coordonné par le chef de médecine du travail de Toulouse. Et donc je m'y suis inscrite et j'ai fait cette formation. Et mon sujet de mémoire, ça a été les problématiques d'accès aux soins chez les médecins qui présentaient des problématiques d'addiction. Alors à cette époque, j'avais une toute petite file active de 11 patients, je crois. Et donc je les avais tous interrogés pour savoir finalement quels avaient été les freins à venir consulter et essayer d'expliquer finalement pourquoi ils arrivaient aussi tardivement, finalement, et après beaucoup de dommages, tant sur le plan physique, psychique, mais aussi familial ou même professionnel. Juste pour faire un petit point d'historique sur la naissance de ce DU. Ce DU, il est né il y a une petite dizaine d'années. Il a formé 9 promotions pour l'instant. Et en fait, il est dans la continuité de l'association MO. Donc l'association MO, c'est un peu le pendant de l'association SPS. Elle va fêter ses 15 ans cette année. Et initialement, ce sont des médecins généralistes qui se sont réunis, qui se sont dit, mais quand même, quand on est médecin généraliste installé en libéral, on n'a pas de médecine du travail, on est quand même un peu laissé seul. Ça serait bien qu'on propose une sorte d'entraide confraternelle entre nous pour essayer de venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Ce constat, il venait dans les suites du travail de Yves Léopold. C'est pour faire le lien avec les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur le risque suicidaire. Mais Yves Léopold, c'est un des premiers médecins généralistes qui a travaillé sur le surrisque suicidaire chez les médecins. Son étude, elle date de 2003, donc elle est assez ancienne. Et c'est un médecin généraliste qui participait à des groupes Balint. Alors, je ne sais pas si parmi vous, tout le monde sait ce que c'est que les groupes Balint. C'est des groupes en fait, d'intervision où les médecins généralistes ont des espaces d'échange un peu spécifiquement centrés, pas tant sur des aspects techniques de la prise en charge, mais plus sur leur vécu ou leurs difficultés avec certaines problématiques, leur vécu émotionnel, etc. Et il avait constaté, comme ça de façon un peu empirique, que dans le groupe Balint auquel il participait depuis longtemps, il y avait eu plusieurs décès malheureusement par suicide. Et c'est comme ça qu'il a fait ce travail. Et il avait trouvé un surrisque de décéder par suicide quand on était médecin de 2,7. Donc ça s'approche des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Et cette étude, elle date de plus de 20 ans maintenant. Et donc cette association MO, elle s'inscrit dans cette dynamique-là de se dire, s'il y a des confrères et des consoeurs en difficulté, il faut qu'on puisse les accompagner, les aider. Initialement, c'était ouvert qu'aux médecins. MO, ça veut dire médecins, organisation, travail, santé. Il s'était aussi rendu compte que les médecins généralistes libéraux, parfois, un des sujets de fragilité ou de vulnérabilité, c'était la partie gestion administrative. C'est sûr que quand on commence à se sentir débordé, dépassé, qu'on est fatigué, souvent, ce qu'on laisse un peu de côté, c'est l'aspect administratif, mais ça peut prendre des proportions absolument énormes et mettre des confrères en grande difficulté, notamment financière. Et donc, quand ils ont démarré cette association, donc c'était des médecins qui prenaient les appels et ils se sont rendus compte assez rapidement que finalement, accompagner un confrère ou une consoeur qui était en difficulté, c'était quand même assez particulier, qu'il y a des freins
à aller demander de l'aide, à consulter, à parler de ses propres difficultés. Il y a une honte importante et que finalement, arriver à trouver la juste posture et le juste positionnement, c'était pas si facile. Ça nécessitait d'avoir des techniques un peu d'entretien, mais aussi de connaître les ressources qui existent pour pouvoir orienter au mieux les soignants. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire cette formation universitaire qui est unique en son genre pour l'instant, pour donner des outils aux soignants qui veulent s'engager un peu plus spécifiquement dans l'accompagnement des professionnels de santé, pratiques, techniques et de connaissances sur ce qui fait la vulnérabilité des soignants et surtout essayer de dépasser tous ces obstacles et tous ces freins à aller demander de l'aide et à accepter d'être accompagné. Je vous donne un petit exemple de ce qui se travaille dans cette formation. Il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressée et dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je fasse le DU. C'est la question du curriculum caché ou curriculum implicite. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un parmi vous. C'est la partie de notre identité professionnelle que l'on construit, mais pas dans le cursus académique, mais à travers notre culture, notre vécu, ce qu'on a connu finalement dans nos relations familiales, dans nos relations sociales, de qu'est-ce que sont les représentations véhiculées de ce qu'est un médecin. Finalement, on se construit notre identité de médecin à travers ce que l'on voit, ce que l'on connaît, ce que l'on comprend. Et petit à petit, on se colle un peu, on a eu cette discussion tout à l'heure, où on se formate à ce qu'on pense être la bonne posture, ou être un médecin, ben, c'est comme ci, c'est comme ça, ça ne se plaint pas, ça ne demande pas d'aide, ça s'auto-médique, ça s'auto-soigne, après tout, il a les compétences, il a appris. Et finalement, on nourrit cette représentation-là au fur et à mesure de nos rencontres et au fur et à mesure aussi de ce qui nous est donné à voir dans nos stages et dans notre pratique du quotidien. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de poids en réalité dans notre capacité à s'autoriser à finalement être le soignant ou le médecin que l'on a envie d'être, avec ce que l'on est profondément, avec les motivations aussi qui font qu'on a choisi cette filière de soins. C'est un sujet dont on parle peu, mais on a peu de données encore là-dessus, mais je pense que si on faisait des études un peu approfondies, on se rendrait compte que l'immense majorité du temps, on n'est pas là par hasard. Alors, on le sait plus ou moins, on se le dit, mais on ne va pas trop dans les détails. Mais très probablement qu'il y a des choses dans notre cursus ou dans notre vie qui nous ont peut-être plus touchés, de près, de loin, qui nous ont affectés. Et quelque part, on a choisi de faire un métier qui se met au service des autres. C'est pas banal, encore moins dans l'évolution de la société aujourd'hui où les gens ont tendance un peu à se replier, notamment depuis le Covid, mais c'est pas banal de faire ce choix-là, de mettre notre temps au service de nos concitoyens. Et probablement que c'est quelque chose qui marque beaucoup la façon dont on va s'inscrire, dont on va orienter aussi notre carrière et dont on va aussi arriver à poser les justes limites pour arriver à se préserver sans être trop envahi par capacité d'empathie, le neurone miroir et la capacité à absorber la souffrance des autres. Et moi, je suis assez jeune relativement, je pense que j'ai 40 ans, donc ça fait 10 ans, bientôt 11 que je suis thésée. Et malheureusement, j'ai déjà, dans mon entourage amical, mes amis que j'ai rencontrés pendant les études, un certain nombre de personnes qui ont déplaqué, on dit ça, je crois, alors que c'était des personnes qui avaient un idéal très élevé du soin, qui avaient envie de faire bien, de changer les choses, d'être un médecin de famille, médecin à l'ancienne, entre guillemets, très, très pris dans des représentations, mais parce que c'était ça qui donnait du sens, en fait. C'était d'être là, de soigner tous ceux qui avaient besoin, sans être obligé de trier, de prioriser, de dire non, de refuser des patients. C'était quelque chose qui était très difficile et qui, à un moment donné, a eu raison de leur motivation. Et je me dis que ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment pendant notre cursus. C'est comment on arrive à poser des limites dans ce que demandent les patients et de ce que nous, on est capable d'apporter ou de donner. Et ça, c'est des sujets dont on parle et que l'on traite au cours du DU. À la fin de ce DU, donc, il y a une production, un type de mémoire. Donc, je vous ai parlé du sujet de mon mémoire. Et ça a donné lieu à des productions plutôt intéressantes. Donc, je fais un petit peu de publicité pour ma collègue qui est gynéco-obstétricienne au CHU de Toulouse et qui a fait le DU et qui l'a co-coordonné avec moi un temps, qui a monté cette chaîne. C'est des toutes petites vidéos, très brèves, qui parlent de particularités, de vulnérabilité pour nos soignants. Donc, il y en a un que j'aime particulièrement, qui est le soignant que nous voulons être. Ça va un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on est très prisonnier finalement d'un idéal ou de ce qui est véhiculé comme idéal par nos enseignants ou par nos collègues ou par nos pairs qui sont plus âgés. Et on a parfois du mal à s'y retrouver. Moi, j'ai soigné beaucoup d'internes au CHU et
Et en fait, j'avais des discours des collègues, donc chefs de service, qui me disaient est-ce que tu pourrais aider un tel, je crois qu'il va pas bien, tout ça. Et puis quand ok, ben, je dis bien sûr, je peux le voir et tout ça. Et puis finalement, quand on s'engage un peu plus dans le soin et que finalement la personne a besoin d'un arrêt de travail ou se pose la question de faire un droit au remords, ça fait beaucoup rire notre collègue tout à l'heure cette terminologie, et ben tout à coup là les chefs de service ou les enseignants qui étaient jusqu'alors plutôt empathiques, ils ont une espèce de revirement de situation, de dire oh là là mais c'est pas possible, avec un peu des discours assez jugeants. Alors je pense que c'est un peu malgré eux, probablement un peu défensif, mais du coup c'est assez compliqué. Je pense pour les jeunes de se dire à la fois on nous laisse la place de demander de l'aide et à la fois c'est presque comme si on nous le reprochait quand on était absent ou quand eux finalement on changeait d'idée ou qu'on souhaitait des aménagements de stage. Et du coup il y a un énorme frein à cette étape-là, c'est-à-dire que entre le moment où on s'autorise à dire qu'on n'est pas bien, ce qui est déjà pas simple, on s'autorise à aller chercher des soins, et bien finalement c'est pas forcément bien accepté. Et puis il y a cette énorme culpabilité, on parlait de présentéisme tout à l'heure, de laisser la charge de travail du service au co-interne évidemment. Donc il y a plein de facteurs de stress ou de vulnérabilité. Le conflit de valeurs aussi est intéressant, il y en a un certain nombre. Donc le soignant malade évidemment, il y en a sur l'épuisement professionnel. Si ça vous intéresse, ça peut être des sujets, petites vidéos qui peuvent mener à discussion dans des groupes de travail qui permettent de donner une petite base de discussion. Voilà. Donc j'étais chargée de vous parler aussi de ce qu'on fait au CHU de Toulouse, je ne voudrais pas trop déborder. Donc dans les suites du DU et de ce travail de mémoire, je me suis dit en faisant la revue de littérature internationale que finalement il y avait beaucoup d'autres pays qui avaient pensé depuis très longtemps que finalement quand on avait besoin de soins et qu'on était professionnel de santé et notamment médecin, et ben en fait c'était compliqué d'aller consulter dans le dispositif de soins conventionnel. C'était pas simple, c'est pas simple quand on est généraliste d'aller chez son voisin généraliste pour dire qu'on n'est pas bien, a fortiori si on a un problème d'addiction. Et du coup, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des dispositifs dédiés, un peu sur le modèle que vient de présenter le docteur Brian, où finalement on accueille de façon confidentielle les personnes, avec une réactivité quand même, parce que souvent les soignants, quand ils viennent demander de l'aide, il est un peu tard, voire très tard. C'est souvent des situations de crise, donc on ne peut pas se permettre de dire là j'ai pas de place, je te verrai dans 6 mois, c'est quand même très compliqué. Et donc du coup, on a eu l'idée de proposer un accueil un peu spécialisé pour les professionnels de santé. Initialement, on était affiché plutôt à Dicto parce que moi j'étais au CHU pour de la Dicto, mais finalement assez rapidement on a eu tout type de problématiques de santé mentale. Et finalement, dans cette population de professionnels qui sont venus consulter, on a atteint plus de 150 patients en filiale active, on avait plus de la moitié de médecins ou étudiants en médecine, ce qui paraît complètement disproportionné par rapport à la démographie des professionnels de santé. Une des explications qu'on peut avancer, c'est que probablement les médecins, ils n'ont pas toujours des médecins traitants, voire rarement. Plus compliqué aussi d'aller, quand on en a un, d'aller voir son médecin traitant pour dire qu'on a un problème d'addiction. Et ensuite, l'accès quand même aux consultations en addicto ou en psychiatrie, il n'est pas toujours simple. Et il y a la problématique de croiser des personnes que l'on connaît ou de se sentir jugé ou stigmatisé. Donc c'est un dispositif qui a été très intéressant, sauf qu'il s'est construit à moyens constants, et c'est toujours un peu la limite de ce genre de dispositif, c'est qu'il a été un peu victime de son succès. Et il m'a mis dans une position très délicate sur un plan déontologique, parce que je me suis retrouvée à accompagner des internes, mais aussi à être en rapport assez rapproché avec parfois les maîtres de stage ou la médecine du travail. Et c'est allé même jusqu'à ce que je me retrouve en garde avec certains de mes patients. Et là, je me suis dit, là, il y a un problème. On ne va pas pouvoir continuer les choses comme ça à l'intérieur du CHU. Il va falloir essayer de délocaliser ce dispositif à l'extérieur du CHU pour avoir l'indépendance qui est nécessaire à faire perdurer ce dispositif. Donc on est en réflexion pour peut-être adopter le programme Edipsycare. J'espère que ça viendra en Occitanie. En tout cas, c'est un bel outil qui s'adapte bien à cette population-là. Voilà, au CHU de Toulouse, on a la chance d'avoir un service de médecine du travail qui propose un programme de prévention de l'épuisement professionnel. Et ensuite, une des collègues avec qui je travaille aussi, qui a aussi fait le DU Soigner les soignants, qui a monté un dispositif spécifique pour accompagner les soignants seconde victime. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une seconde victime, avant d'avoir lu ce qui est marqué sur la diapo? Qui d'entre vous avait déjà entendu parler du concept de seconde victime? Pratiquement personne. Lève la main. Personne. C'est encore un concept qui est peu connu en France, malheureusement, mais très connu dans les pays anglo-saxons. En fait, c'est quand il se passe un événement indésirable, grave ou pas, inattendu ou pas,
La première victime, c'est évidemment le patient qui a des conséquences ou qui n'en a pas ou qui aurait pu en avoir. Et ensuite, c'est le soignant ou les soignants qui se sentent, à tort ou à raison, en partie responsables ou en tout cas liés à ce qui vient de se passer. Un des lieux particulièrement pourvoyeurs d'événements comme ceci, c'est à la maternité, mais c'est valable aussi au bloc opératoire, mais en réalité, c'est vrai dans n'importe quel endroit d'exercice. Tout à coup, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer, et le soignant qui est en première ligne, immédiatement, je pense que vous partagerez tous ma réflexion, c'est dire merde, qu'est-ce que j'ai loupé quoi ? Qu'est-ce que j'ai merdé quelque part, j'ai fait une erreur, un truc. Et là, c'est un moment de stress aigu et de sidération où on se dit mais merde, j'ai fait une grosse connerie, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Là, c'est le film à fond la caisse dans la tête, où on se dit oh là là, je vais être radié, je vais pas pouvoir finir l'internat, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça parle à certains. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu, alors avec des degrés un peu différents en fonction de ce qui se passe, etc. Mais c'est quelque chose de très impactant. C'est quelque chose de très impactant parce que d'abord, on ne sait pas trop à qui en parler. On a un peu honte, parce que si on se dit qu'on s'est vraiment trompé, est-ce qu'on a le droit de le dire ? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ? Et ensuite, il y a toute la gestion juste après l'événement. Souvent, on est dans un tel état de stress qu'on n'est pas en état de soigner, en fait. Sauf que ce n'est pas quelque chose qu'on a dans notre culture. Donc, on prend sur nous, on essaie de gérer, on finit la garde, quitte à pas dormir pendant plusieurs jours après. Et finalement, quelquefois, malheureusement, on reste seul. Et on sait que ce genre de stress, ça peut causer des phénomènes de stress aigus et parfois évoluer vers des situations de stress post-traumatique. Et on sait que c'est une cause importante de réorientation de certains soignants qui vont tout à coup éviter les gestes techniques, qui vont se mettre en retrait de la relation de soins, qui vont plus avoir de contact direct avec les patients par peur que ça se reproduise. Or, c'est un phénomène qui est normal, ça fait partie de la médecine et du soin, que de temps en temps tout n'est pas prévisible et qu'il se passe parfois des événements imprévus. Et donc on a mis en place au CHU de Toulouse un système qui permet d'avoir un pair ressources, donc quelqu'un qui a la même profession que nous, qui va être en capacité de pouvoir accueillir finalement ce vécu quand on est dans une situation comme celle-ci. Voilà, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais il y a quelque chose d'aussi intéressant à la fac de Toulouse, c'est la commission bien-être étudiant, qui est une commission bien-être dédiée aux étudiants en santé. Donc c'est un numéro de téléphone, mais il y a une réponse H24 aussi, avec un accueil, un accompagnement personnalisé et une aide à l'orientation pour l'étudiant qui en fait la demande vers des ressources appropriées. Donc ça peut être en santé mentale, ça peut être problématique sociale, administrative, parfois pédagogique aussi, ou addictologique. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Est-ce qu'il y a déjà des internes ou autres intervenants qui ont réfléchi à des questions ? N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous voir. Ouais. Je sais pas. Si quelqu'un peut amener un micro par ici. Ça arrive. Hein. On t'écoute. Bonjour, moi je suis Paul Bourdet, je suis interne en médecine du coup à Poitiers, en 3e semestre. Je vois tous les chiffres à propos des internes, des problèmes qu'il y a avec les internes. Et ce que je me demandais, c'était si c'était complètement transposable aux internes de médecine générale. Est-ce que vous avez des connaissances par rapport à ces chiffres sur notre spécialité ? Parce que je pense qu'il y a peut-être des spé qui sont quand même plus atteintes que d'autres. Alors oui, dans les enquêtes, il y a quelques zooms sur la médecine générale. Alors, plusieurs choses. Au niveau du temps de travail, les internes généralistes sont quand même moins impactés par un temps de travail excessif. Bon, ce qui ne signifie pas quand même qu'on est aux 48 heures de façon, disons, régulière et systématique. Sinon, pour ce qui concerne les autres typologies, il n'y a pas vraiment enfin, j'ai pas connaissance en tout cas de chiffres qui ciblent particulièrement la médecine générale. Je pense qu'en tant qu'interne généraliste, vous êtes impacté de la même façon. Pourquoi ? Parce que,
vous faites le même métier. C'est ce qui vient d'être dit. Le métier de médecin, c'est le métier de médecin. Il a ses particularités, il a une exposition particulière aux facteurs de risque au travail. Et donc, qu'on soit généraliste ou autre chose, on reste d'abord un médecin. Et de ce fait, on est dans une situation d'exposition particulière. Donc ça, on n'y peut rien. Ensuite, il y a une chose quand même particulière aux généralistes, c'est que vous, interne généraliste, vous faites quand même plus de stages en libéral, en ville, et moins de stages en hôpital. Et là-dessus, je pense que ça mériterait de faire des enquêtes qui zooment sur cette situation-là, parce qu'en libéral, il y a à la fois des avantages, c'est-à-dire que quand on s'entend très bien avec un maître de stage, je pense que là, on peut vraiment développer une relation de confiance et faire un stage absolument génial. Et inversement, si on tombe sur quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, bon, pour parler poliment, ça peut être vraiment catastrophique parce que c'est la seule personne avec qui on va être au travail pendant 6 mois, quoi. Et ça, c'est un problème. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des études qui quand même zooment sur cette spécificité des internes en médecine générale. Bonjour, Luna, je suis interne en fin de cursus à Angers et je voulais poser une question sur les déterminants justement. Merci Dr Brian d'avoir abordé la notion de prévention primaire et secondaire qui n'est pas toujours très limpide. Et concernant les déterminants, je me demande si justement il y a de la recherche sur les déterminants dans notre environnement de métier, mais en l'occurrence aussi dans nos études et dans notre cursus. Est-ce que c'est très étudié? Qu'est-ce qui, dans notre travail, dans notre formation, génère ce stress? Parce que j'ai très envie de croire aux vœux pieux de ne plus avoir besoin d'accompagner les internes en difficulté. Il y a très peu de recherches, en fait, sur en tout cas les déterminants psychologiques, sur ce que j'ai appelé les traits de personnalité. Il y a peu de recherches. Alors nous, on est en train d'en faire une parce que ça m'a paru vraiment très, très intéressant. Donc avec mon équipe, on est en train de faire de la recherche sur le sujet. J'avais regardé toute la littérature. Alors il y a une thèse qui a été faite à Poitiers, je crois, mais c'était une toute petite série. Et puis il y a un petit peu de littérature internationale sur le sujet, mais c'est à chaque fois des toutes petites séries ou ciblées sur des professions très particulières. Voilà, pour mémoire, il y en a une sur les orthophonistes, enfin bon, voilà. Mais effectivement, je crois qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on ne choisit pas pour rien de faire ces métiers. Et ce qui fait tout notre engagement, tout ce qui nous motive, comme disait Bénédicte, à nous mettre au service des autres, eh bien quelque part, c'est pour répondre aussi à un besoin plus personnel. Et ça, je pense qu'effectivement, il faut l'étudier pour pouvoir communiquer et donc prévenir autour de ce sujet-là. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas, entre guillemets, une tare, c'est juste qu'on est câblé comme ça et qu'il faut faire avec ça. Mais pour faire avec ça, il faut savoir que ça existe et il faut savoir ce qu'on en fait. Ça, c'est la première chose. Après, il y a également, en tout cas en France, peu de recherches encore sur les expositions émotionnelles de nos métiers. On le sait tous qu'on est exposé à la souffrance et à la mort de nos patients et que c'est pas rien. Et on parlait de la spécificité des généralistes. Et moi, je crois que les généralistes sont très, très exposés parce qu'ils sont vraiment dans l'intimité du patient. Quand on voit un patient à l'hôpital, c'est une chose, mais quand après, on va voir le patient chez lui, ou bien qu'il se noue une relation sur des années et que petit à petit on apprend des choses très intimes de ce patient, pour moi c'est une véritable exposition. Mais je disais donc il y a peu d'études sur le sujet. Là encore, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est les dernières publications viennent des sciences infirmières. Parce que les infirmières se sont beaucoup penchées sur ce sujet, parce qu'elles aussi, elles sont vraiment dans l'intimité des patients. Souvent, ce qu'on n'ose pas demander au médecin, on va le demander à l'infirmière. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Et en fait, pour l'instant, alors je parlais tout à l'heure des neurones miroirs, on sait qu'a priori c'est impliqué, mais il y a peu de recherche sur le sujet. Ça mérite aussi d'être investigué, parce que je crois beaucoup que d'investiguer ça fait partie, accompagne la déstigmatisation de ce que vivent les soignants. Et je crois vraiment qu'il faut insister sur cette déstigmatisation, entre guillemets, normaliser quelque part cette souffrance du soignant. Alors, je ne parle pas des choses qui sont inhérentes à l'organisation du travail, ça, effectivement, il ne faut pas les normaliser. Hein. Sinon, voilà. Mais par contre, ce qui est de ce cœur de métier en tant que tel, moi, je dis toujours que c'est normal qu'on souffre dans nos métiers. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est lissé, c'est au quotidien. Vous voyez, pour parler de l'usure compassionnelle ou de l'épuisement émotionnel, moi, les soignants que je vois, ils me disent comment ils n'arrivent plus, par exemple, à aller au cinéma. Voilà, parce qu'aller au cinéma, c'est encore... bon, ça dépend ce qu'on va voir. Je ne vais pas faire de pub, mais si on va voir les tuches, tout ça, on y arrive encore. Hein. Mais aller voir des films où il va y avoir de l'émotion, eh bien, quand on est usé émotionnellement, on n'arrive plus à aller au cinéma, on n'arrive plus à écouter ses propres enfants, on n'arrive plus à partager et à être une oreille attentive à nos proches. Et tout ça, c'est vraiment important parce que c'est... En fait, on ne s'en rend pas compte. Ça rentre dans notre quotidien et ça devient notre normalité. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut beaucoup informer. Et quand je parle de prévention primaire, moi, je crois beaucoup à ça. Informer sur le sujet pour normaliser et donner des outils pour, je ne vais pas dire se protéger, mais pour limiter les effets de ça. Et pour revenir sur la question de l'organisation du travail, ça intervient aussi parce que c'est très intriqué. Il y a des choses qu'on va mieux supporter si on n'a pas fait 150 heures dans la semaine. Voilà. Mais quand on a la fatigue physique à côté, c'est évident qu'on va bien moins supporter ces expositions émotionnelles. Donc tout ça est très intriqué. Et pour répondre à votre question et conclure là-dessus, il y a très peu de recherches scientifiques sur ce sujet. Et pour compléter ce que tu disais, il faut savoir que lorsque on analyse les risques psychosociaux, il y a 6 facteurs de risque connus et partagés. Parmi ces 6 facteurs, il y a la charge et l'intensité du travail, qui ont été cités. Il y a la charge émotionnelle, hein, les exigences émotionnelles. Et puis, il y a les conflits de valeurs. Donc, 3 parmi ces 6 facteurs de risque sont inhérents quelque part à vos métiers. Et donc, de fait, c'est évident que, partant de ce constat, il faut mettre en place des dispositifs de prévention spécifiques. Et je suis d'accord, il faut creuser, il faut l'analyser, parce que c'est vraiment une particularité de votre métier. Et moi, je suis d'accord, on ne devient pas médecin par hasard parce qu'on a vu de la lumière hein, à la fac de médecine. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas là par hasard. Je n'y crois pas 2 minutes. Et je vais me permettre de rajouter que tout ça, on en parle dans l'enquête santé mentale qu'il y a eu en 2024. Et je pense que la plupart, vous êtes encore là demain. On fait un très très gros point d'1 heure là-dessus. Alors, je ne sais plus l'heure exactement, mais regardez le programme, demain, on en parle. Donc venez aussi à cet atelier, d'accord ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, par hasard ? Oui, j'avais une question. Bonsoir, merci à toutes et à tous pour vos présentations qui étaient très complètes et complémentaires. Pardon, c'est pas ici. Et justement, on a quand même beaucoup de preuves, beaucoup d'études qui ont montré un mal-être étudiant, un mal-être des médecins installés. On a aussi quand même prouvé qu'il y avait un retentissement économique important. Et pourquoi, avec tout ça, concrètement, au niveau des DRH ou au niveau des directions des hôpitaux, pourquoi on n'arrive pas à faire changer les choses ? Qu'est-ce qui nous manque, selon vous ? Alors, selon moi, il manque des compétences. Voilà.
C'est-à-dire que les personnes qui sont sur ces fonctions-là ne sont pas suffisamment formées à gérer ces sujets, tout simplement. C'est-à-dire que quand on regarde les programmes de formation initiale, cette question de la santé au travail, des risques psychosociaux est quasi absente. Et quand on parle de formation continue, ce n'est pas le sujet prioritaire pour un directeur d'hôpital. D'ailleurs, ça a été dit, un directeur d'hôpital doit arbitrer dans un système contraint. Voilà. Je pense que les directeurs d'hôpitaux et les DRH, dans leur majorité, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous... ne sont pas suffisamment formés et de fait n'ont même pas conscience de l'étendue de leurs responsabilités sur ce domaine. Donc moi, je plaide vraiment pour qu'on introduise dans les formations de ces personnes des modules spécifiques pour leur apprendre à gérer ces sujets-là, qu'on gère partout, dans tous les autres secteurs. Moi, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. Faire de la prévention, gérer le temps de travail, c'est pas simple, d'accord, mais ce n'est pas impossible du tout, y compris, la santé, c'est pas le seul secteur qui travaille 24/24 et 7 jours sur 7, il y en a plein d'autres. Voilà, donc c'est tout à fait réalisable, mais il faut quand même être formé, et ça manque, clairement. Moi, je vais compléter. Je pense qu'il y a effectivement ce que tu viens de dire, Laurence, mais je pense aussi que c'est un sujet qui fait peur. Parce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit aux soignants, qu'est-ce qu'on fait, par quel bout on prend ça. Moi, je crois que ce n'est pas pour rien qu'en France, on l'a abordé par la question de l'organisation du travail. Pour moi, c'est une forme d'évitement émotionnel aussi de certaines personnes. Se dire qu'on a réellement des métiers où il y a une exposition émotionnelle particulière. Et ça vient faire peur. On sait pas comment le gérer, on ne sait pas comment s'y attaquer. Et puis, on a quand même une pénurie des ressources médicales en France, donc il ne faudrait pas que ça fasse fuir tout le monde. Enfin voilà, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je crois qu'il y a une dimension assez... Ça, c'est mon côté psychiatre, peut-être. Mais je crois qu'il y a une dimension assez émotionnelle dans ça. Il vaut mieux pas regarder. C'est probablement pas volontaire. C'est un évitement émotionnel, je pense. Bonjour, enchanté. Je me demandais, il y a des soignants qui vivent que pour le travail et qui parfois sont isolés en infirmiers ou médecins libéraux et qui se retrouvent avec des problèmes psychiatriques très très forts ou des addictologiques très forts qui peuvent parfois mettre en danger les patients. Et je me demandais comment réagir face à ça, si on en a vaguement conscience et voilà. Qu'est-ce qui est mieux pour... Parce que du coup, c'est des gens qui vivent que pour le travail, qui ne sont pas prêts à s'arrêter, qui n'ont pas d'autres leviers à côté. Mais en même temps, ça risque de mettre en danger les patients, tout ça. Je vais m'y coller pour démarrer, mais c'est une question extrêmement compliquée. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu, du coup. Mais ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles il y a une forme d'immobilisme, en fait, par rapport à ces problématiques-là. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, le code de déontologie, en tant que médecin, nous impose de respecter un devoir de confraternité et d'entraide dans l'adversité. C'est assez compliqué de composer avec ça, parce qu'effectivement, on se doit de s'entraider, et à la fois, quand on est dans une situation telle que vous décrivez, où il y a un collègue ou un confrère qui peut mettre en difficulté, voire même en danger des soignants, des patients, ou des soignants aussi, très souvent on est démunis. L'une des réactions assez classiques du collectif, c'est d'isoler la personne, ou en tout cas de surveiller de près ou de loin, s'assurer qu'il ne fasse pas trop de bêtises, et puis faire son travail à sa place quelque part. Je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler, je pense que vous l'avez tous observé ou vécu, et ça, malheureusement, ça entretient quelque part une forme de déni sur la problématique. Et finalement, elle est abordée frontalement le sujet. Et bien, chez les infirmiers où il y a un cadre de santé,
on va solliciter le cadre, et puis le cadre va essayer de prendre les mesures qui s'imposent. Quand on est entre guillemets entre médecins, c'est plus compliqué. L'objectif, c'est d'arriver à aborder la problématique avec les personnes concernées. Quand on est à l'hôpital, on peut essayer d'aller s'adresser à la médecine du travail, c'est ce qui est censé être recommandé de faire. Quand on est en libéral, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de tiers ou il n'y a pas d'instances qui permettent justement de décaler la problématique. Et quand on se retrouve avec son collègue qui a des problématiques d'addiction sévères, et bien souvent, malheureusement, il faut attendre qu'il y ait la plainte d'un patient pour qu'il y ait un signalement qui puisse être fait au niveau de l'ordre. Aujourd'hui, c'est très compliqué de signaler un comportement comme ça, et c'est assez difficile à porter. Alors, si c'est tout un collectif qui se dit, voilà, par sécurité, pour aider la personne, on va tâcher d'aller chercher de l'aide. Quand on fait une démarche comme ça, encore faut-il qu'il y ait une aide disponible. Parce que bien souvent, il y a des situations comme ça qui perdurent aussi parce qu'on ne sait pas quoi proposer. Parce qu'il n'y a pas de dispositif dédié, parce que c'est parfois compliqué d'aller consulter dans son propre hôpital. On ne va pas adresser la personne aux urgences psychiatriques alors qu'il faudrait. Mais parfois, c'est pas simple. On chercherait des alternatives qui permettraient de faciliter le recours aux soins pour la personne. Et tout l'enjeu, c'est un des sujets du DU Soigner les soignants, hein, c'est d'arriver à trouver la bonne posture pour que la personne accepte d'elle-même d'aller chercher de l'aide et d'être aidée. Mais c'est un vrai sujet très compliqué. Bonsoir. Quentin Verne, je suis interne de médecine générale à Bordeaux. Je suis juste devant, juste là. Je voulais vous poser la question. Du coup, j'étais pas mal engagé au syndicat auparavant, mais j'ai un peu arrêté de suivre toutes ces actualités. Et je me posais la question de l'implication de l'État et du ministère de la Santé dans ces problématiques. Parce que finalement, ce que vous rapportez là, d'ailleurs, c'est vraiment super inspirant ce que vous présentez comme dispositif, mais jusqu'à peu, il y avait le dispositif, la CNES, qui était du coup un dispositif interministériel qui pouvait remplir ce rôle-là d'appui aux étudiants en santé et de veille au niveau téléphonique notamment. Je voulais savoir si vous saviez où est-ce que ça en était et pourquoi les ministères ne se chargent pas d'avoir cet appui aux étudiants. Alors, comment vous dire, ça en est un peu nulle part. C'est pas forcément lié aux personnes qui s'en occupent, c'est lié à une situation qu'on connaît tous, hein, avec une situation d'instabilité politique. Moi, je crois que j'ai vu passer 6 ou 7 ministres de la Santé depuis que j'ai créé mon association en 2020. Donc, vous imaginez bien que dans ces conditions, avec la meilleure volonté du monde, quand on met en place des actions, des dispositifs et que 6 mois après, on n'est plus là, le temps que le suivant arrive, qu'il prenne ses marques, qu'il dise oui, je suis d'accord, je prends pas, j'y apporte ma patte, etc., finalement, ça n'avance pas bien vite. Bon, et à cela s'ajoute quand même une situation qu'on connaît tous aussi, qui est quand même la situation budgétaire. Et on sait que le budget du ministère de la Santé, il a un petit peu trinqué quand même là dans les derniers arbitrages. Donc voilà, malheureusement, au niveau du ministère, je ne pense pas qu'il y ait une absence de volonté à agir. Je trouve même que ces dernières années, il y a eu des avancées, au niveau des intentions en tout cas, c'est sûr. Mais pour ce qui est de passer à la mise en pratique, on a beaucoup plus d'initiatives locales, associatives, confraternelles qui se développent que de choses qui partent d'en haut, qui sont du niveau top-down, quoi. Voilà, malheureusement. Par contre, moi, je voudrais juste rajouter que je partage la question que vous vous posez. Effectivement, je trouve qu'on va arriver à un moment où ça va être vraiment important que tout ce qui existe, les associations, les initiatives locales, puissent être régulées
par l'administration qui normalement régule, c'est-à-dire le ministère, parce qu'on voit fleurir des tonnes de choses. Et je pense qu'on arrive à un moment où ça devient un petit peu perturbant et peut-être contre-productif. Il faudrait vraiment que ce soit plus réfléchi, plus coordonné. Donc je crois qu'effectivement, il est temps que ça se passe. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour les présentations. Une question devant ? Ouais. Merci beaucoup pour vos exposés respectifs qui étaient assez éclairants, même si on en avait déjà un peu une prise de conscience. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je suis Jonathan Laban, je suis collaborateur parlementaire. Je travaille pour une sénatrice de la Commission des affaires sociales. J'avais une question sur la question des addictions chez les professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des études scientifiques en France ou à l'international sur la pratique à risque, en tout cas d'addiction chez les professionnels de santé? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Je sais qu'il y a un homme politique récemment qui s'était posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire tester les politiques de manière anonyme pour savoir au niveau des décisionnaires qui a usage ou pas de choses illicites? Est-ce que ça existe au niveau des professionnels de santé? Merci. Alors les études, malheureusement sur ce sujet, les données elles sont assez rares et pas très solides. En tout cas en France, la majorité des enquêtes ou des données que l'on a, elles sont déclaratives. Ça sous-entend que c'est pas exhaustif et que les personnes répondent entre guillemets ce qu'elles ont envie de répondre. Parce que même dans les enquêtes comme ça, on sait qu'il y a toujours la crainte d'être connu, reconnu. Dans la maladie addictive, la particularité, c'est qu'il y a une forme de déni qui perdure pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience finalement qu'il y ait des dommages liés aux consommations. Et donc ça participe probablement au fait que il y a des addicts qui s'ignorent, entre guillemets, en tout cas qui continuent à peu près à fonctionner jusqu'à un moment donné où ça sera plus compliqué. À l'international, il y a un peu plus de données parce qu'ils ont commencé à aborder cette question de façon plus ancienne. Mais globalement, les études montrent que les consommations, en tout cas les addictions chez les professionnels de santé, c'est au moins égal à la population générale. Il y a des études qui montrent que c'est un peu plus, notamment dans certaines populations. On a parlé tout à l'heure des anesthésistes réanimateurs qui sont une population assez reconnue pour être plus à risque de consommation. Donc eux, ils ont mené des études un peu plus poussées, mais globalement, on manque encore vraiment de données sur cette question-là. Je pense que le changement aussi de la population des professionnels de santé, notamment la féminisation, fait qu'il y a des choses qui se modifient. Il y a des études un peu récentes qui montraient qu'il y avait une forte fréquence de troubles du comportement alimentaire, qui a quand même un lien sur les mécanismes physiopathologiques assez proches de l'addiction, même si ce n'est pas dans le champ des addictions. En tout cas, clairement, il manque des données. Et nous, on peut parler que de ce que l'on voit, mais globalement, en tout cas, si entre guillemets, il n'y en a pas plus que dans la population générale, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont beaucoup moins se faire aider, se faire soigner que dans la population générale. Et généralement, il y a des dommages importants au moment où ils arrivent aux soins. Tu voulais compléter? Oui, pour compléter, il y a une étude qui a été faite dans les suites de la crise sanitaire qui s'appelle l'étude Amadeus, qui, alors, comme dit Bénédicte, c'est du déclaratif, donc attention, mais qui concluait, je crois, qu'il y avait un médecin sur 4 qui avait une consommation régulière d'alcool. Voilà, donc c'est pas la même chose qu'une addiction, mais bon, voilà. Et puis, à ma connaissance, il y a une étude aussi qui a été menée il y a 2-3 ans par le syndicat des jeunes chirurgiens viscéraux, je crois, qui montrait aussi une consommation supérieure, notamment pour la cocaïne. Mais là, je vous dis de tête, mais vous devriez pouvoir facilement retrouver. Mais effectivement, Bénédicte l'a bien dit, ce n'est pas obligatoirement des études très robustes, mais bon, voilà, ça oriente quand même.
Pardon, et juste sur les données aussi d'automédication, par contre, là, il y a... Enfin bon, pareil, hein, c'est les mêmes limites d'études, mais il y a quand même des chiffres qui sont assez éloquents. Voilà, avec une surreprésentation de consommation d'hypnotiques et de benzodiazépines pour une population qui est quand même relativement jeune et plutôt féminine aussi. Avec, voilà, à prendre avec des précautions parce qu'on gagnerait à avoir des études beaucoup plus poussées avec potentiellement du qualitatif. Je pense que ça nous aiderait à mieux comprendre le phénomène, mais pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de gros travaux menés. C'est un peu le constat qui a été fait, c'est qu'il manque cruellement de données de recherche solides sur cette problématique. Et donc on compose avec un peu voilà, ce qu'on voit dans notre pratique. Mais... Je pense qu'on va être pas mal pour les questions. En tout cas, je ne vois plus de main levée, puis on approche un petit peu de la fin de cette heure et demie. On a parlé pas mal prévention, sensibilisation. J'espère que vous allez rentrer chez vous avec pas mal d'idées. N'hésitez pas à en parler à vos structures locales et pour essayer de développer des plans d'action. Et d'un point de vue organisationnel pur, avant de clôturer, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enquête santé mentale. J'étais un peu gêné de ne plus trouver l'heure parce que j'ai beaucoup travaillé sur la programmation de ces 2 jours. Du coup, ce sera autour d'un flash actu et ce sera demain à 16h. C'est noté pour vous? C'est bon? Donc voilà, merci à vous tous d'être venus. Et merci à vous dans le public d'être resté aussi tard. Et donc on va pouvoir clôturer du coup cette première journée de congrès. Et donc pour tous ceux qui sont inscrits, le prochain rendez-vous maintenant c'est 20h pour faire le gala de ce 25e congrès de l'ISNAR IMG